Le président de la République a rappelé que l'entrée en vigueur des dispositions édictées par le nouveau Code des marchés publics qui délègue aux autorités contractantes la responsabilité de la passation des marchés publics appelle à plus de rigueur dans la nomination des personnes responsables des marchés publics au niveau des différents ministères. Outre les critères de compétence, celui de la moralité et de l'intégrité des titulaires de ce poste se doivent d'être pris en compte dans leur désignation pour garantir toute la régularité requise aux contrats de prestation et de fourniture conclus par l'État. Le chef de l'État a invité l'ensemble des membres du gouvernement à observer les mesures de rigueur budgétaire en utilisant avec parcimonie les ressources de l'État. Il a réitéré ses instructions relatives à la rationalisation des voyages des ministres en interdisant formellement toute régularisation d'achat de titres de voyage acquis à crédit auprès d'agences de voyage, ainsi que la multiplication de missions improvisées non prévues dans un programme trimestriel de voyage, à l'élaboration au respect duquel sont désormais assujettis tous les départements ministériels. Le président de la République a invité les ministres en charge du commerce et du budget, à travers les douanes nationales et le guichet unique du commerce extérieur, à faire respecter rigoureusement la réglementation interdisant l'importation de certains produits par les voies terrestres. Le chef de l'État a instruit les ministres concernés à réévaluer les baux amphithéotiques relatifs au patrimoine foncier et immobilier de l'État, conclus avec certains opérateurs économiques afin d'en évaluer l'impact et envisager, le cas échéant, leur réexamen ou leur résiliation lorsque l'intérêt public est particulièrement lésé. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 10 novembre 2020. Le Conseil a ainsi entendu successivement le ministre d'État chargé des Transports, qui a soumis au Conseil les trois textes suivants. Le projet de décret portant conditions et régime d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République de Guinée, le projet d'arrêté relatif à l'application du dit décret et le projet d'arrêté conjoint fixant les tarifs des droits de timbre des titres de transport. Le ministre a informé que son département a initié un projet d'immatriculation et de réimmatriculation du parc automobile national pour moderniser et sécuriser le système de délivrance et de gestion des titres de transport. Le projet consiste en la réimmatriculation de tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole et forestière, engins des travaux publics, engins miniers, engins de manutention, cyclomoteurs et motocycles. Le ministre a soutenu que depuis la dernière campagne d'immatriculation du parc automobile, intervenue en 1992, aucune amélioration n'a été apportée à notre système d'immatriculation pour disposer d'une base de données fiable et remédier aux insuffisances récurrentes et notamment la méthode de gestion appliquée actuellement ne suit pas l'évolution du parc automobile au regard du nombre croissant de véhicules importés enregistrés au port autonome de Conakry qui se situe en moyenne à 5 500 véhicules par mois. À cette ère du numérique, le traitement des dossiers est encore manuel et l'édition des cartes grises au niveau de nos centres d'immatriculation des véhicules se fait encore avec des machines à écrire mécaniques. Les cartes grises faites sur papier ordinaire qu'on retrouve sur le marché ne sont pas sécurisées, ce qui permet à n'importe quel faussaire d'imiter ces documents sans la moindre difficulté. Les plaques d'immatriculation, qui sont les compléments indispensables des cartes grises, sont également non sécurisées, ce qui a favorisé la prolifération d'opérateurs informels dans la confection de plaques d'immatriculation. Les pertes de recettes du Trésor sont favorisées par des faussaires qui immatriculent clandestinement des véhicules. Les sigles utilisés pour l'immatriculation des véhicules, RC pour Conakry, GM pour la Guinée-Maritime, MG pour la Moyenne-Guinée, GF pour la Guinée forestière, HG pour la Haute-Guinée, ne correspondent plus à l'organisation administrative de notre pays qui est passée de 4 à 8 régions administratives. De ce qui précède, le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère
en charge de l'économie et des finances, a négocié une convention pour la réalisation de ce projet en BOT avec une société allemande. Cette convention prévoit la construction et l'équipement de 8 bureaux régionaux de transport terrestre, l'installation d'un système informatisé de gestion des titres de transport sécurisés et le renouvellement à neuf des équipements informatiques à la fin de la concession qui est d'une durée de 5 ans. Aujourd'hui, le bâtiment principal du bureau régional de Conakry est déjà achevé. La construction des bureaux régionaux à l'intérieur du pays est en cours. Le serveur principal et le logiciel dont sera doté le système informatique sont également installés par le concessionnaire. Le ministre a également informé qu'un lot de documents sécurisés dans le cadre de ce projet est réceptionné par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, dont notamment les certificats d'immatriculation, les certificats de non-gage, les certificats d'expertise technique et les demandes d'immatriculation. Par ailleurs, une convention de fourniture de plaques minéralogiques neutres, sécurisées, a été conclue par le ministère des Transports et des emboutisseurs agréés pour le gravage des numéros selon des normes déjà définies sont également identifiés. Le ministre a indiqué que la mise en œuvre de ce projet de réimmatriculation nécessite la prise de dispositions réglementaires et pour ce faire, 3 projets de texte sont soumis pour adoption au Conseil. Il s'agit du projet de décret portant conditions et régime d'immatriculation et réimmatriculation des véhicules à la République de Guinée, qui comporte 13 articles et qui définit l'obligation de faire immatriculer tout véhicule avant sa mise en circulation sur la voie publique à la République de Guinée par les services compétents des départements concernés par la gestion du parc automobile. Le deuxième texte est un projet d'arrêté relatif à l'application du dit décret. Il définit les modalités d'établissement, de délivrance et de renouvellement des certificats d'immatriculation. Le troisième texte est un projet d'arrêté conjoint, ministère des Transports, ministère de l'Économie et des Finances. Il comporte 5 articles et il fixe les tarifs et les droits payables en matière de timbre pour la délivrance des titres de transport, pour la réimmatriculation, pour l'immatriculation et pour les autorisations de transport pour le compte du Trésor public. Selon le ministre, l'approbation de ces 3 projets de texte permettra au ministère des Transports et à son partenaire de lancer la campagne de réimmatriculation des véhicules au mois de janvier 2021. Le ministre a précisé que ce programme, qui doit se réaliser sous la forme de BOT, ne coûte rien au Trésor public guinéen, qui au contraire pourrait mobiliser des recettes d'environ 75 milliards de francs guinéens dès la première année. Au terme des débats, le Conseil, sous la réserve de la prise en compte des réserves donc formulées, a adopté le décret portant conditions et régime d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République de Guinée. Le ministre d'État en charge de la Défense nationale, qui a soumis au Conseil un avant-projet de loi de programmation militaire pour les années 2021 à 2026. Le ministre a rappelé que par la loi L 2014-035-AN du 23 décembre 2014, la République de Guinée s'est dotée d'un ambitieux dispositif de programmation militaire pour atteindre les objectifs de sa politique de défense et les moyens financiers qu'elle entend leur consacrer. L'exécution de cette loi de programmation militaire, LPM 2015-2020, a souffert cependant de la situation de crise économique interne, épidémie à virus Ebola, et externe, pandémie du coronavirus, aggravée par la conjoncture financière. En se fondant sur l'évolution de la situation sécuritaire d'ensemble de la sous-région et des nouvelles menaces, notamment le terrorisme, l'adaptation de la politique de défense actuelle et la prise en compte de la législation guinéenne relative aux forces de défense étaient nécessaires. Selon le ministre, la présente loi de programmation militaire 2021-2026 vise à relever ces défis en fixant sur un horizon de 6 ans les priorités stratégiques et les choix majeurs en matière d'équipement, d'effectifs, d'entraînement des forces et de la condition militaire. Elle vise également à garantir les budgets additionnels annuels qui sont indispensables à la construction d'un outil de défense rénové en donnant toutes les composantes de la défense, les contrats opérationnels, les outils et les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Cette démarche permettra de bâtir un nouveau modèle d'armée 2026.
tenant compte des menaces, mais aussi des enjeux de puissance et de souveraineté. L'ambition de la loi de programmation militaire est de forger entre 2021 et 2026 des forces de défense capables de remplir une triple mission. 1. Protéger le territoire national et les populations civiles, participer au développement socio-économique du pays, et 3. Contribuer au maintien de la paix dans le monde. Le chapitre 1er de cette loi fixe les objectifs, les orientations et les fondements de la politique de défense, ainsi que les moyens qui lui sont consacrés. Il définit la composition et les missions des forces armées. Il prévoit les autorisations d'engagement, les crédits de paiement et les ressources exceptionnelles. Le chapitre 2 est relatif aux ressources humaines. Il définit les effectifs des armées, terre, air, mer et de la gendarmerie nationale. Le chapitre 3 est consacré aux dispositions relatives au contrôle de l'exécution de la loi de programmation militaire. Il précise les conditions dans lesquelles s'effectuera la rédaction des rapports annuels d'exécution de la présente loi. Le chapitre 4 fixe les dispositions finales. Les deux parties du rapport annexé faisant partie intégrante de cet avant-projet de loi sont les suivantes. Une partie normative qui rappelle la politique de défense de la Guinée et définit le nouveau contexte stratégique, les risques et menaces auxquels la nation est confrontée, les missions données aux forces de défense guinéennes, les contrats opérationnels par armée et le modèle d'armée 2026. Le suivi de l'exécution de la loi de programmation militaire sera assuré par le ministre en charge de la Défense nationale qui présentera chaque année un rapport qui comportera les indicateurs de performance sur l'acquisition des équipements, la montée en puissance des 4 forces de modèle d'armée 2026, l'évolution des effectifs des forces armées, le bilan de formation assuré et celui de la réalisation de chaque programme. Ce rapport annuel sera transmis à l'Assemblée nationale. La loi de programmation militaire 2021-2026 traduit ainsi la volonté du président de la République de poursuivre la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité pour répondre aux menaces liées à un environnement international dégradé et imprévisible. Elle donne au gouvernement la capacité de rénover les forces de défense pour les rendre plus opérationnelles au service de la nation, sous l'autorité du président de la République de Guinée, chef suprême des armées. Au terme des débats, le Conseil a adopté le projet de loi de programmation militaire LPM 2021-2026. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Investissements et Partenariats publics-privés qui ont soumis au Conseil une communication conjointe présentée par le ministre en charge des Finances relative à la présentation des décrets d'application de la loi PPP, Partenariat public-privé, du 4 juillet 2017. Le ministre a soutenu que les nouvelles orientations économiques lancées depuis 2010 ont permis de placer la Guinée sur une voie de croissance enviée par beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine. Toutefois, la charge du développement économique et social ne doit pas reposer exclusivement sur le seul secteur public. Ainsi, pour préserver les ressources publiques et faire face aux besoins croissants d'infrastructures, est-il nécessaire de recourir au secteur privé pour accompagner et compléter les investissements publics. C'est pourquoi le Plan national de développement économique et social, PNDES 2016-2020, prévoit que le secteur privé, via les partenariats publics-privés, PPP, participe à hauteur de 38,2% au financement des projets de développement, estimés à plus de 14 milliards de dollars. Cette importance accordée au PPP est réaffirmée dans la stratégie nationale de lutte contre la Covid-19 adoptée récemment par le gouvernement. Dans le but de donner un cadre efficace à cette collaboration entre les secteurs privés et publics, la Guinée s'est dotée, avec le concours des partenaires techniques et financiers, d'une loi sur les partenariats publics-privés adoptée le 4 juillet 2017 par l'Assemblée nationale. Ce nouveau cadre juridique du partenariat public-privé PPP, tel que conçu, désigne tout accord qui autorise une personne publique à recourir pour une période déterminée à une personne privée pour concevoir, construire, financer, maintenir et ou exploiter une infrastructure ou un équipement nécessaire au service public. L'opérateur privé reçoit en contrepartie un paiement soit du partenaire public, soit des usagers du service public. Pour la mise en vigueur effective de la loi PPP du 4 juillet 2017,
2 projets de décret d'application ont été élaborés avec le concours des partenaires techniques et financiers et le comité de pilotage de la réforme des marchés publics. Il s'agit des projets de décret portant application de la loi sur les PPP dénommé décret d'application et organisation et fonctionnement du cadre institutionnel applicable au PPP dénommé décret institutionnel. Dans cette perspective, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère en charge des investissements de partenariats publics-privés ont préparé de manière concertée les projets de décret d'application. L'objectif recherché est de disposer de procédures équitables, transparentes et respectant le principe de la séparation des tâches. 1. Le projet de décret d'application. Il comporte 8 titres, 7 chapitres et 54 articles. Le projet de décret fixant le cadre institutionnel comprend quant à lui 8 titres et 24 articles et il fixe le cadre organisationnel des PPP à travers notamment les structures suivantes. Le comité des PPP, présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'unité PPP, créée au ministère en charge des Finances et placée sous l'autorité du ministre en charge des Finances, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, chargée de la régulation des PPP et responsable de la transparence et de l'archivage, la Direction nationale du contrôle des marchés publics, DNCMP, chargée du contrôle des procédures de passation et de l'exécution des PPP, les autorités contractantes qui sont responsables de la mise en œuvre des PPP, le ministère en charge des partenariats publics-privés qui a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine des investissements privés et des partenariats publics-privés et d'en assurer le suivi conformément au décret 257 PRG du 19 octobre 2018. La mission du ministère en charge des Finances est de contrôler la bonne utilisation des deniers et des biens publics dans le cadre des projets PPP. À ce titre, le ministre en charge des Finances sera responsable des autorisations et approbations. Le ministre a indiqué que l'adoption de ces projets de décret constitue une urgence pour plusieurs raisons. D'abord, les conventions signées à ce jour pourraient ne pas répondre aux critères d'évaluation des PPP, car n'ayant pas été soumises à toutes les procédures requises en matière de PPP, exposant ainsi l'État à des risques juridiques et financiers considérables. Les PPP sont un excellent outil contractuel s'ils sont utilisés à bon escient et avec parcimonie, et ceci n'est garanti qu'avec un cadre réglementaire et organisationnel approprié. Ensuite, l'approche PPP est l'une des solutions que bon nombre d'experts en développement sont en train de recommander aux États dont les finances ont fondu en raison de la Covid-19. Toutefois, la solution PPP comporte des risques liés à la complexité, à la durée et au coût des projets, d'où l'importance de l'adoption de ces 2 décrets d'application qui ont fait l'objet de longues discussions. Au terme des débats, le Conseil a adopté ces 2 décrets relatifs au PPP. Au titre des questions diverses, le Conseil a félicité chaleureusement, au lendemain de la publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, Monsieur le Président de la République, pour la confiance que le peuple lui a renouvelée en le plébiscitant pour un mandat de 6 années à la tête de l'État guinéen. Tout en exprimant leur fierté d'appartenir à son équipe gouvernementale, les membres du Conseil ont salué un parcours politique voué à l'enracinement de la démocratie, à l'épanouissement du peuple de Guinée, qui s'est toujours reconnu dans les valeurs de justice, de progrès et de solidarité prônées de tout temps par Monsieur le Président de la République. Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.